الزول ايثما يسمى انصوفي السون يشاويين إمازيغن ماني ثلا إنسانا إمقرانا تيهون انصوفي السون. Nous avons rencontré l'un des plus anciens, le doyen des guides de la région, aujourd'hui en retraite, M. Belkher Gdid. Lui aussi, à sa façon, a sillonné toute la région à la recherche de traces d'hommes préhistoriques. Ne sachant ni lire ni écrire, mais connaissant très bien les lieux, il allait fouiller chaque monticule, chaque rivière, chaque grotte et revenait toujours avec une nouvelle découverte. Une découverte qu'il annonçait et indiquait à son ami, le père François Villaret, baptisé Saad Rahman. Monsieur Belkher Gdid évoque sa passion, ses amis, El Hadj Delloula et François Villaret, tous les deux aujourd'hui disparus. في 69 كان واحد القاوري يقول له ديفيلاري، حنا نلقاو له عبد الرحمن، كان اتصل به خيرة استقلال، كان يعرف لي بيفل ويعرف بورنان. ومن بعدها قال لي نعود نتلاقى انا وياه، قال لي ودي ماذا بيك اش ما تشوف رسوم كيما هذو. عدت مشينا وندور، لقيت العاشقين الخجلين. ومن بعد بديت نمشي، اللي نلقاها نقول له عليها، اللي نلقاها نقول له عليها. في 75 جاني مع دلوله بالعباس، قال لي انا نبدا نسجلوهم ونبدا نصنفوهم وراهم نديروا لهم خدام. وان شاء الله ربما راك تعود انت اللي تشرح عليهم. من بعدها راحوا 77 جابوا لي جاو داو من عدي دوسي وشديت الخدمه من 77. ومن بعدها جانا لي لوط، كانوا او زوج مناطق او ثلاث مناطق ذكرهم في 26 ولا 27. كاينين البلايص اللي راه كاع ما لحقوش ليها كاع. وكلهم محميين كاع هذو؟ لا كاينين اللي محميين وكاينين مش محميين، كاين اكثر من نص مش محميه كاع. مثلا على منطقه الجلفه شحال كاين؟ جلفه على منطقه بلديه مجبر كاين اللي راهم محميين، هذا اللي عيناق محميين، خارج عيناق مش محميين. مازال نستناو كش ما كان هذا الاثار وراه عندها الدوله فيه فايده، ماذا بينا يهتموا به ويحموه. كان ما عندناش فيه فايده، احنا ما هدرنا وهم سمعوا. شوفي اللي راهم هنا في المنطقه اللي عندهم الحراس، كيش تلقى واحد بلاصه محميه، اطلعي لواحد الواد بن ضبيب، اطلعي لام يلحى، اطلعي لصافي المختومه، راهم كاع يكتبوا فيهم، داروا فيهم الفساد. لكن يلا غير وين راه اكثر من النص راه ما مشى والو.
انا مازال كان قال لي ساعدني، مازال نمشي ومازال نبعث الطرف. حياتي قطعتها في الخدمه في المهنه هذه. الانسان ملي يتبع خدمه وتدخل الخطر تاعو خلاص تملكو. مازال كان يراي معنا عدي المواصلات وعدي مازال كاين حتى بلاصه نزيدو نبحثوا نكتشفوا، لكن يلا غالب لا غالب درك. ودرك رانا بالقاعدين درك لما جا واحد زاير كنا نتوما نحوسوا به ولا ما كاش انا لا رقود. Selon les spécialistes et les chercheurs, cette forme d'art préhistorique n'est pas le fruit d'une ethnie ou d'une culture particulière, mais relativement universelle. Il existerait 45 millions de peintures rupestres sur les roches et dans des grottes sur 170 000 sites de 160 pays. Pour plus d'éclairage, nous avons sollicité un spécialiste, M. Idi Ramara. Ce patrimoine rupestre est connu depuis toujours. Les habitants de ces régions le connaissaient, mais il est devenu mondial depuis la première découverte en 1847 dans la région de Ain Safra, le site qu'on appelle Tiout, qui se trouve à côté d'un cours d'eau, une palmeraie luxuriante qui est un reflet de ce désert luxuriant avec tous ces animaux sauvages, ces antilopes, ces gazelles, ces autruches. Et c'est l'ensemble de cette faune sauvage qui est représentée à travers l'art rupestre nord-africain et principalement algérien dans l'Atlas saharien et dans le Sahara central, où on trouve des multitudes, des milliers de figures représentant l'environnement animal sauvage, domestique et la vie sociale des gens qui ont réalisé ces œuvres. François Villaret, c'est quelqu'un qui est arrivé dans la région, qui est tombé amoureux de la région et qui s'est engagé dans les ordres par la suite en devenant un religieux, un prêtre. Il est issu d'une famille bourgeoise, aristocrate, et il est tombé, et ce n'est pas le seul, par curiosité, il est devenu amoureux de cette région et il a commencé à investir le territoire pour savoir qu'est-ce qu'elle peut donner comme surprise, comme découverte, en dehors des paysages magnifiques, en dehors des sources d'eau qu'on connaît, en dehors des belles vallées, etc. Et il a découvert que sur certaines parois rocheuses, il a observé sur certaines parois rocheuses, où on lui avait rapporté que sur certaines parois rocheuses, il y avait ces figures représentant la vie des hommes qui remontent
facilement à la période néolithique, on peut dire jusqu'à 9000, 8000 ans avant Jésus-Christ. Je voudrais tout simplement reclasser la région de Djelfa, qui est tout simplement le prolongement de ces massifs depuis l'ouest, les monts d'Exour, Djbel Amour, et puis on arrive vers les monts des Oulad Naïl, qui nous racontent à peu près la même histoire que celle qu'on connaît à l'ouest, et qu'on connaît un peu plus aussi vers l'est, parce que on est dans un ensemble plus ou moins homogène. Et on s'est rendu compte dès la découverte de cet art que cet art est très fragile par rapport aux intempéries, par rapport aux conditions climatiques. On est dans une zone qui connaît des périodes chaudes, des périodes froides, et la roche, par ce phénomène de réchauffement et de refroidissement, se dilate. Et la carapace qui protège ces figures, ou qui porte ces figures, parfois tombe en pièces. Ça, c'est le phénomène naturel pour lequel on n'y peut rien. C'est comme ça, ils ont résisté à des milliers d'années. Et ils continuent encore à résister. Mais sauf que le phénomène cette accélération de détérioration, de destruction, et ces figures commencent à les toucher avec leurs doigts, commencent à les toucher avec des objets, parfois mettre de la peinture dessus, parfois il y a des tentatives de vol, il y a des gens qui détachent toute une paroi pour l'emporter chez lui ou la mettre en vente. Donc, dès qu'on a vu ce danger menaçant et de manière irréversible de cet art, on a décidé, en haut lieu, de protéger cet art-là. Donc, depuis la classification, depuis qu'on a classé le patrimoine du Tassili en tant que patrimoine mondial, on s'est rendu compte de l'importance de ce patrimoine. On a décidé, au niveau des ministères, au niveau du gouvernement dans les années 80, de classer aussi, de protéger aussi cet art atlasique, qui est aussi une richesse inestimable et très importante. On a commencé par des petits panneaux invitant les visiteurs à ne pas toucher. On a commencé aussi par mettre des formes de barottage tout autour de ces sites, qui est une mauvaise idée, pour les on a toujours essayé d'imiter ce qui était là déjà, les siècles d'avant ou les années d'avant ou même actuellement, essayer de reproduire un peu la copie de la figure sur un rocher à côté, etc. Mais ça, pour les spécialistes, ils le savent. L'hôte avec son équipe qui sont venus relever à main levée ces figures. Certains artistes voulaient se moquer un peu d'Henri Lotte. Ils ont reproduit quelques figures sur une paroi rocheuse. Donc il ne reste aujourd'hui pratiquement que le souvenir de ces dessins qui sont de pâles copies, c'est même pas des pâles copies, une invention de ces artistes. Et c'est comme ça, parfois on a des petites aventures comme ça à raconter autour de cet art, magnifique. Forcément, à chaque fois qu'on intervient sur la paroi, aujourd'hui, on les détruit. Si on n'est pas spécialiste, si on n'est pas un expert de cet art rupestre, on ne sait pas toucher. Il ne faut pas toucher les figures, surtout les peintures qui sont encore plus fragiles que les gravures.
À ma connaissance, depuis quelques années, le parc national culturel de l'Atlas existe. La mission première de ce parc, qui regroupe plusieurs wilayas, Lagouad, Djelfa, jusqu'à Naama, voilà, pratiquement tout l'Atlas, fait partie de ce parc à thème, parc culturel, dont la mission première est de protéger cet art. Le protéger comment? Il faudrait sensibiliser les gens. Il faudrait que les populations qui habitent sur place apprennent l'importance de ce patrimoine. Il faut qu'ils apprennent la fragilité de ce patrimoine qu'il faudrait protéger. Et puis les visiteurs, il y a beaucoup de visiteurs qui fréquentent ces endroits. Il faudrait aussi que des structures locales sensibilisent les gens qui sont de passage à ne pas détruire. Parce que ce qu'on détruit, on ne peut pas le reconstruire, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, la mission du parc joue un rôle important dans la sensibilisation des populations, essaie, malgré les difficultés, parce que c'est un territoire immense, de protéger cet art qui est millénaire et qui raconte une histoire importante, d'où justement le choix. Vous me posez la question pourquoi on a sélectionné quelques-unes et pas toutes. On ne peut pas protéger tout l'art rupestre qui se trouve en Afrique du Nord et encore moins celui de l'Atlas saharien qui est éparpillé sur des kilomètres et des kilomètres. Et tout rocher gravé a une importance. C'est un lieu de mémoire. C'est un lieu d'identité. On a choisi de protéger les sites les plus fréquentés et les plus sensibles, les plus fragiles. Mais vous allez me dire que les autres aussi. Oui, forcément, tous les sites sont sensibles et fragiles. Et il faudrait des moyens pour protéger ce patrimoine culturel. Si les 6 sites classés patrimoine national sont en danger, les 37 autres sont complètement ignorés, laissés à l'abandon. Certains actes de vandalisme ayant affecté certaines gravures, actes de gribouillis, graffitis, initiales, traces indélébiles des passages de visiteurs ou plutôt de promeneurs profanes détruisent chaque jour ce legs archéologique et humanitaire. Du devenir d'un tel patrimoine en péril, saccagé, inexploité. Une intervention urgente implique forcément tous les acteurs locaux, associations, communes, directions de culture et chercheurs. C'est vrai que les autorités locales auraient dû s'appuyer sur ceux qui connaissent cet art rupestre. Il y a d'abord la structure de l'État, qui est le parc, dont le siège social administratif est à Lagouad. On aurait pu s'appuyer sur cette structure qui représente le ministère de la Culture, et qui représente l'État algérien. Hein, on est chez nous. Il faudrait que normalement les autorités locales, à commencer par le premier, faire pour protéger cet art. On ne peut pas. La gravure, c'est ce qu'on voit. Cette histoire se raconte
en relation directe ou indirecte avec son contexte. Son contexte, c'est ce qui se trouve sous terre. Et si on arrive avec des pioches ou des pelles et qu'on commence à remuer le sol, c'est qu'on est en train de détruire des milliers d'années. Et une fois qu'on a détruit ce contexte-là, on n'a aucune chance de revenir en arrière pour faire une lecture, pour faire une analyse appuyée, profonde, pour comprendre ce qui s'est passé dans la région. Donc, l'entrepreneur qui a pris cette initiative de renforcer la protection de certaines parois, elle a peut-être fait de bon cœur, en pensant que ce qu'il venait de faire est un geste peut-être bon pour protéger cet art, sauf qu'il l'a mal fait. Et je ne parle pas de la dimension pécuniaire. C'est une autre histoire, parce qu'il faudrait financer ces travaux. Mais ce qui est à dire, il faudrait que les associations locales prennent en charge une partie de ce travail de sensibilisation. On ne peut pas, nous, depuis Alger, ou le ministère depuis Alger, protéger l'ensemble du territoire où est éparpillé cet art. On ne peut le faire qu'en s'appuyant sur les populations locales, qui commencent à se structurer en association. Parce que ces dernières années, les jeunes de la région ont pris conscience que cette histoire racontée sur les roches, qui est écrit sur ces pierres, l'un des titres d'ailleurs d'un livre édité en 1923, le Hajra al-Mektouba, cette Hajra al-Mektoubat ont un message à transmettre. Ce message aujourd'hui, je pense que les jeunes de la région ont senti l'utilité de prendre en charge la protection de ce qui fait partie un peu de leur mémoire et de leur passé. Donc, si demain, ils voudraient développer des activités touristiques ou autres pour pouvoir attirer des gens pour aller visiter les régions, etc., il faudrait avoir quelque chose à vendre. Donc si on détruit tout ce patrimoine, pas seulement l'art rupestre, il y a aussi les Ksours qui sont touchés, il y a aussi les autres lieux de mémoire, il y a les monuments funéraires, etc., etc. Donc cette archéologie est immense. Donc si on prend pas en considération ce patrimoine-là, je pense que c'est mal parti. Donc il faut, dans l'urgence, et c'est urgent, de réagir pour sensibiliser encore plus et responsabiliser les gens. Mais il y a aussi la ceinture qui entoure le site qui est classé patrimoine national. Tous les sites dans cette région qu'on a visité, il y a une partie avec une porte, mais vous passez de l'autre côté, c'est ouvert, n'importe qui peut s'installer, peut manger là-bas, peut faire une sieste. C'est ce qu'on appelle un travail mal fait. Il ne suffit pas de mettre un peu de béton et quelques bouts de fer pour dire que ça y est, la protection est assurée. Non, au contraire, c'est une fois qu'on a mis ce béton, d'ailleurs en détruisant le contexte, et une fois qu'on a installé ces barreaux, qu'on attire encore plus les gens qui peuvent venir détruire ce qu'on leur interdit de toucher ou de regarder. Parce qu'une fois qu'on a mis les barreaux, on perd la vue de ce qui est gravé.
ne pas seulement parler de la conservation, il faudrait aussi expliquer aux gens le pourquoi cet art est important. Cet art est important parce qu'il raconte une histoire formidable. Je vous le dis ici, l'histoire d'Oulad Naïl n'est pas celle que nous voyons sur seulement ces figures figées dans la région de Ennaga ou de Sidi Mkhlouf, etc. Mais c'est une histoire continue qui intègre le reste de l'Atlas saharien. Donc ce n'est pas seulement la mémoire de Djelfa qu'on peut raconter à travers ces quelques figures, mais c'est la mémoire de toute la région atlasique qui va de l'Est jusqu'à l'Ouest. On a un territoire immense que nous résumons ici juste à la région de Djelfa, mais qui nous raconte une histoire formidable en relation avec la principale activité de ces populations-là, qui étaient déjà des populations de chasseurs-cueilleurs, qui vivaient de la chasse, qui vivaient de la cueillette, mais qui vivaient aussi du pastoralisme, parce que ces populations-là, elles ont appris très tôt à domestiquer la nature. On a rendu ce territoire un territoire habitable. Et on a enregistré de manière ineffaçable, qui va garder la mémoire indéfiniment, cet enregistrement-là. On le voit de visu à travers les figures, mais on peut le voir encore plus quand on commence à creuser, quand on commence à chercher ce qu'il y a sous terre. Et quand on interroge les sédiments, qu'on interroge ce qui est caché, on comprend mieux comment l'homme a vécu dans ces régions-là. Et c'est une région formidable qui est une forme de paradis pour les populations qui habitaient là. C'est pour cela qu'il est urgent pour nous les spécialistes et pour la population, pour le reste des citoyens, d'être sensibles aux dangers qui menacent cet art rupestre, qui est en partie une mémoire collective des populations d'Oulad Naïl, mais aussi de la population algérienne. Faut-il sensibiliser les consciences qu'une nation a un passé, une histoire, des racines profondes, et qu'en protégeant l'histoire de notre passé, nous pourrons qu'améliorer le futur. تنمير تمقران ايثما ايسما إشاويين إمازيغن أنصوفي السوين